Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Atelier de François Clouet, portrait de Louise de Lorraine, Museum of Fine Arts, Houston, Texas. Louise de Vaudémont, dite Louise de Lorraine, cousine des Guise, est la troisième des 14 enfants de Nicolas, duc de Lorraine-Mercœur, et de la comtesse Marguerite d'Egmont, au titre ronflant mais à la fortune maigre. C'était une belle et délicate jeune fille, de grande taille, au teint blanc, ce par quoi elle se fit remarquer immédiatement, à la silhouette élancée et raffinée, au visage d'une beauté et d'une harmonie semblables à l'antique, et à l'intelligence fort équilibrée, c'est-à-dire vive, mais pas trop, comme on les aimait à cette époque. À l'âge de 10 ans, elle fut présentée à la cour par sa marraine, Jeanne de Savoie-Nemours, et se lia très vite d'une grande amitié avec Claude de Valois, la propre sœur d'Henri de Valois, lui-même fils de Catherine de Médicis et d'Henri II. Mais c'est à l'âge de 20 ans que Louise rencontra pour la première fois sérieusement Henri de Valois, dernier représentant de la dynastie des Valois qui régna sur la France pendant plus de 250 ans. En 1573, Henri venait juste d'être désigné roi de France sous le titre d'Henri III et roi de la République des deux nations, c'est-à-dire la Pologne et la Lituanie. L'événement du jour, c'est évidemment la somptueuse fête. Ce spectacle restera dans les annales comme un des plus grands événements. La rencontre, à but de mariage, fut organisée justement pendant le voyage d'Henri à Cracovie, où il venait prendre possession de son nouveau royaume de Pologne et de Lituanie. Un voyage arrangé par les bons soins de la reine-mère en personne, dépité de ce que son fils refusa les meilleures parties d'Europe, à savoir Doña Juana, sœur du roi d'Espagne Philippe II, Marie Stuart, veuve du roi François II, et même Élisabeth, qui régna sous le nom d'Élisabeth I et qu'Henri qualifiait de créature avec une jambe malade et de rouquine diabolique. La rouquine en question le qualifiant elle-même à son tour de Trouduc. Grosse bise, mémé, on est avec toi. Inconsolable depuis la mort de son grand amour de jeunesse, la princesse Marie de Clèves, le roi qui ne s'habillait depuis lors que de noir, assorti d'emblèmes de tête de mort, ne veut désormais entendre parler de rien ni de personne. Mais son frère décédé et le trône, les trônes, lui revenant et lui tendant les bras, par hasard, il fallait bien qu'il se décide. Quel âge qu'elle a, cette femme-là ? Seule Louise de Vaudémont, la meilleure amie de sa sœur Claude, avec lesquels il adorait jouer à la poupée et au chiffon, trouve grâce à ses yeux. C'est elle que je veux et elle seule, dira-t-il à sa mère, « Roi, je veux prendre une femme de ma nation, belle et agréable, sans aller chercher épouse claudicante ou prognate dans des contrées lointaines. » Ah, mannaggia la miseria. Catherine de Médicis, qui adorait son fils, se fit vite à l'idée et se laissa facilement conquérir par l'esprit doux de cette belle princesse, plutôt adonnée à prier Dieu qu'à ourdir des complots, spécialité dans laquelle, en bonne Florentine, Catherine de Médicis n'avait nul besoin de concurrence ni d'exemple. Ah, mannaggia la miseria. De son côté, et bien qu'elle n'ait guère son mot à dire, Louise de Vaudémont, frappée par l'élégance d'Henri, qu'elle connaissait bien, le grand entretien de son apparence et la beauté de son visage allongé, qui se barrait désormais d'une fine moustache et portait perle unique en pendant d'oreilles, est très séduite par l'idée d'épouser le frère de sa meilleure copine. C'est donc un coup de foudre. Qu'est-ce qu'on l'aime, notre Zizi. On t'aime. Hein ? D'accord. Bon, dis quand même. Non, mais faut que tu dérapes. Oui, bon, ça va. On l'aime, notre Zizi. En un mois, tout est bouclé. Le roi arrive le 11 février 1573 à Reims, il se fait sacrer le 13 et les noces ont lieu le 15. Mais attention, faut pas se laisser prendre par derrière non plus. Attention. Soignez vos arrières quand même, hein, les Ah gars. oui. Soyez vigilants parce qu'une contre-attaque est vite arrivée. L'entrée dans Paris du roi Henri III et de la reine consort Louise fut, selon Brantôme, le grand chroniqueur de la Renaissance française, digne de celle de Cléopâtre dans Rome, bien qu'on ne sût jamais qui était au juste Cléopâtre dans ce couple-là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le cirque de Hareplokoum, où dans quelques instants, nous allons vous transmettre en direct les jeux du cirque offerts à la divine Cléopâtre, reine d'Égypte, 1m72, 47 kilos, fille d'Aménophistophélet de la 18e dynastie et de son épouse Étorcis.
Le bonheur fut total et permanent entre ces deux êtres jusqu'à la mort d'Henri III. Malgré les difficultés, les tragédies, les guerres, les complots, les infidélités, les bilboquets, les mignons et autres excentricités sexuelles ou pas qu'Henri fit subir à Louise, elle ne jurait que par son Henri et vice-versa. Brantôme, toujours lui, a décrit cet amour de cette façon. On peut et on doit louer cette princesse de beaucoup, car dans ce mariage, elle s'est montrée avec le roi son mari aussi loyalement que le nœud duquel elle fut liée en conjonction avec lui a demeuré toujours ferme et indissoluble. Encore que le roi aima et alla quelquefois bien au champ. Fichtre, sans compter qu'ils n'eurent jamais d'enfants. Mais bon, ça c'est un détail. Ah, mannaggia la miseria. Par contre, Pierre de Ronsard, le grand Pierre de Ronsard, écrit plus crûment dans les gaietés et les épigrammes: le roi, comme l'on dit, accole, baise et lèche de ses poupins mignons le teint frais nuit et jour. Eux, pour avoir argent, lui prêtent tour à tour, leur fessier rebondit et endure la brèche. Oh! Mais c'est lui, c'est l'assassin! Garde! Arrêtez-le, il est armé! Mais Louise avait un caractère tel qu'elle acceptait volontiers les excentricités de son mari, qui la faisait beaucoup rire, paraît-il, toujours selon le même Brantôme. Car cette reine-là, en effet, adorait rire, ce que ne montre pas forcément ce tableau. La fête des cons. Quelles étaient donc les excentricités que le roi lui faisait subir en dehors de ses improbables maîtresses et de ses mignons? Eh bien, par exemple, Henri aimait l'habiller de robe en la prenant pour une poupée, perpétuant en cela leur jeu d'enfant avec sa sœur. Les chroniqueurs racontent que presque tous les jours, jusqu'à sa mort, le roi entrait dans la chambre de la reine d'épeautrons minés, puis faisait défiler devant lui la garde-robe. On dit même que quelquefois il enfilait lui-même une robe et disait à son épouse: « Ne me dites pas qu'elle ne vous irait pas à merveille, mamie. » Cela avait le don de mettre la reine en joie pour la journée. Et personne ne doutait que c'était là le bonheur qui s'exprimait entre ces deux êtres. Non, mais faut que tu dérapes. Oui, bon, ça va? La reine et se laissait volontiers pouponner, embijouter, enrubanner, enfraiser, car elle avait bien compris que le roi n'aimait rien tant que de jouer à la poupée avec elle, comme autrefois, et que toutes ses attentions, prodiguées des heures durant, avaient valeur d'amour. Fort heureuse, la reine Louise appréciait elle-même beaucoup les goûts d'Henri, qui fut le seul arbitre de la mode en son temps pour des toilettes compliquées, les fraises à étages et les crevures bourrées de pierreries, et pour le rouge, dont le roi adorait parer sa reine poupée. Il estimait que le rouge était la seule couleur qui puisse mettre en valeur la blancheur légendaire du teint de son épouse. Et il avait évidemment raison, notre Riri, comme on peut le voir sur ce tableau, devenu exemplaire de l'art du portrait sous la Renaissance française, rivalisant avec le portrait contemporain d'Élisabeth Ier d'Angleterre. Dans ce tableau, on peut voir la belle reine Louise dans une de ses tenues imaginées par son mari. Ce qui frappe, au-delà de la beauté de la concordance de ses soirées imprimées, rouge, profond, toujours surligné d'un filet d'or, promotionnant au passage l'industrie naissante de la soierie lyonnaise, c'est surtout l'abondance d'accessoires, et notamment de pierres précieuses, rubis, améthystes et perles à foison, cousus sur les épaulettes aussi bien que tout autour des manches, jusqu'au poignet, le plastron, le tour de taille et la chute du corsage. La poupée de mode voulue par le roi fonctionnait à merveille aux yeux du monde entier et aux yeux de la cour en tout premier lieu. Je suis une poupée de cire, une poupée de son, que j'ai gravée dans tes cheveux, poupée de cire, poupée de son. La vieille stratégie des Médicis, séduire par la beauté et les arts, fonctionnait ainsi encore à la cour de France, à la plus grande satisfaction de la reine-mère. Ah, mannaggia la miseria. Après l'assassinat d'Henri III en 1589, assassinat peu glorieux par le moine Jacques Clément, qui profita de ce que le roi était occupé sur sa chaise percée pour lui porter un coup dans le bas-ventre, culotte baissée, la reine Louise reste à Chenonceau, où elle décide elle-même de s'exiler. C'est dans ce merveilleux château de conte de fées, flottant littéralement au-dessus des eaux de la Loire, que la reine tomba dans une langueur permanente. Son monde de poupées ne s'en était pas totalement allé, cependant, puisqu'elle décida de porter un deuil éternel en blanc, ce qui lui valut le nom de Reine Blanche ou de Dame Blanche. Réellement inconsolable, elle vécut ainsi recluse dans sa chambre au-dessus du fleuve, tendue de velours noir et de torchères brûlant autour des portraits d'Henri, et mourut
mourut une vingtaine d'années après son riri. Par une de ces bizarres ironies du sort, la reine Poupée est aujourd'hui la seule reine de France à réellement reposer encore dans sa tombe royale de la basilique Saint-Denis, alors que toutes les autres tombes royales ont été violées et les restes jetés dans la fosse commune sous la Révolution. Poupée un jour, poupée toujours. Virgule musicale. Livre de danserie de la Renaissance française. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Film de Jean-Yann avec Michel Serrault. France Gall. Poupée de cire, poupée de son. Les Deschiens. Allez les Bleus.